Donc la question des réfugiés, des migrants, n'est pas une question nouvelle, mais depuis 2015, on peut considérer qu'elle s'est largement imposée et on parle tout le temps de crise des migrants, de problèmes sans précédent des réfugiés. Euh, et finalement, ce sujet m'a semblé en résonance avec une histoire beaucoup plus longue dans la durée, qui touche bien sûr au XXe siècle, mais aussi au XIXe siècle. Et c'est le sujet que j'aimerais évoquer, c'est-à-dire montrer non pas forcément des ressemblances ou chercher les différences entre la situation du passé et celle du présent, mais voir des échos, des résonances, et voir comment les questions qui finalement sont un peu les mêmes, on va le voir, ont été non pas résolues peut-être, mais au moins ont été inscrites, à la fois dans les politiques, puisqu'on verra que dès le XIXe siècle, on se pose la question de qu'est-ce qu'un réfugié politique, qu'est-ce qu'un bon et un mauvais réfugié, et puis également voir comment sont perçus ces migrants ou réfugiés, et également la façon dont eux-mêmes se perçoivent, question qui finalement me semble souvent un peu un point aveugle actuellement, c'est-à-dire finalement de ne pas aussi non pas les interroger, non pas reconstruire leur trajectoire, ça on le fait beaucoup, mais aussi finalement savoir d'où ils viennent, de quelle manière ils perçoivent cet exil, cette situation, provisoire ou non, durable, familial, individuel, avec un retour possible, et puis aussi concrètement comment on vit, comment on survit, et quel métier on a fait auparavant, quel métier on peut faire aussi. Donc à travers le 19e siècle, qui sera donc mon sujet, c'est un moyen, il me semble, de revenir sur un certain nombre de questions, sur notamment le vocabulaire, la façon dont les mots, si vous voulez, peuvent être tout à fait porteurs de sens, de façon implicite ou explicite. Il est tout à fait différent au XIXe siècle de parler d'un émigré, d'un proscrit, d'un exilé, qu'il est actuellement possible de faire la confusion entre le réfugié ou le migrant, ou d'essayer de trouver des différences et des distinctions entre eux. On peut aussi considérer qu'il y a au moins trois thèmes qui peuvent justement comme ça être développés autour de la façon dont se mettent en place des politiques d'accueil, c'est-à-dire que des gouvernements au XIXe siècle vont se trouver confrontés à cette question de comment... alors, évidemment, ce n'est pas des mouvements de masse comme ceux qu'on peut voir aujourd'hui, mais on verra que c'est quand même des mouvements importants. Comment accueillir, comment contrôler, comment surveiller ces populations, comment envisager donc la situation de ces migrants, et puis donc comment les sociétés d'accueil les ont accueillis, avec finalement trois dénominations qui sont toujours actuelles, qui seraient celles d'un accueil chaleureux, bon, on verra que ça peut exister déjà. Il y a également l'indifférence, finalement, est-ce que les gens s'intéressent vraiment à ces situations de migration, et puis toutes les formes de méfiance, de xénophobie qu'il faut évidemment toujours contextualiser. Donc le 19e siècle, pour caricaturer ou simplifier les choses, apparaît bien comme finalement le siècle de construction de ce réfugié politique et des premiers débats sur comment le définir, comment l'accueillir. Alors je vais tout d'abord faire un petit rappel des événements et des mouvements pour essayer simplement de présenter de façon assez rapide de qui et de quoi je parle. Et puis ensuite j'envisagerai les politiques migratoires, les politiques d'accueil, et puis j'essaierai aussi de voir un petit peu qui sont ces migrants et comment ils sont perçus. Alors, ces migrants, ces émigrés, si je prends le cas français, mais pas seulement, puisque je vais essayer aussi évidemment de pas simplement me centrer sur la France, mais sur l'Europe, ils ne sont pas les premiers évidemment à vivre des situations d'expulsion, d'exil politique, mais finalement
enfin, le grand mouvement auquel on fait référence, hein, surtout en France, mais qui a touché justement du point de vue de l'accueil tous les pays, enfin un grand nombre de pays européens, l'Angleterre, des Pays-Bas et de l'Allemagne, c'est la migration des Huguenots. Migration des Huguenots qui, évidemment, n'a pas la même origine, puisque ce n'est pas une origine véritablement politique, mais confessionnelle, hein, et qui est évidemment toujours un peu donc, dans évidemment, la façon dont on perçoit cet exil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Huguenots, de par la législation mise en place, ont tout de suite envisagé leur départ et leur situation d'exilés, hein, plutôt que de réfugiés, comme durable et donc pas du tout comme provisoire. Hein. Donc là, la question de l'intégration, la question de l'installation, c'est pas une question qui se pose, mais c'est une nécessité. Hein. Et donc la situation est assez différente avec ce qui va se passer donc, au XIXe siècle. Alors évidemment, le grand événement, la grande rupture aussi donc, dans l'histoire et dans les imaginaires et dans les perceptions, c'est la Révolution française, puisqu'elle crée, pour la France bien sûr, mais aussi pour l'Europe, une vision, une construction hein, de ce qu'est un exilé, à travers celle de l'émigré, hein, j'allais dire presque avec un grand E, cet émigré donc qui est l'aristocrate. Alors c'est évidemment totalement, disons, une construction un peu caricaturale, puisque sur les 150 000 à peu près hein, d'émigrés que l'on peut constater, alors toujours avec les problèmes de chiffres, je reviendrai toujours, la question de la quantification est toujours un enjeu, un débat autour de ces questions. Donc ces émigrés ne sont pas tous des aristocrates, se sont dispersés souvent en Europe, et eux vivent bien entendu, hein, si on parle déjà de leur point de vue, avec l'idée d'un retour. Hein. Évidemment, il ne s'agit pas pour eux forcément, même si certains peuvent y penser, il s'agit toujours de penser en termes de retour. Ce qui est intéressant, c'est que la Révolution française donc, met en place évidemment une législation concernant ces émigrés, législation qui touche finalement je ne vais pas faire tout le développement, mais qui va progressivement assimiler ces émigrés, c'est-à-dire ceux qui sortent du territoire, à des ennemis, à des traîtres. Donc cette image hein, de celui qui quitte sa patrie, même s'il y est contraint, et qui finalement devient un traître à cette patrie, c'est une histoire qu'on voit encore assez nettement. Enfin, c'est-à-dire finalement, le vrai patriote, c'est quand même celui qui reste. Hein, et on le voit encore maintenant finalement par rapport à une certaine méfiance à l'égard des réfugiés que l'on peut accueillir. C'est ce discours hein, sur finalement, on se bat chez soi. Hein, on se bat contre le gouvernement, on se bat, on ne part pas. Hein, finalement, bon. Donc, quelle que soit la situation, là, il y a une image assez évidemment négative qui sera ensuite portée et qui fait que ce terme d'émigré, eh bien, il est rejeté au XIXe siècle par les exilés français, mais aussi finalement par beaucoup d'exilés européens, même si certains au contraire donc, vont l'accepter, mais dans leur propre langue, et ça donc toujours les variations lexicales sont intéressantes et importantes. Alors si je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le XIXe siècle, il y a une césure hein, très nette entre le premier et le deuxième XIXe siècle. Alors dans le premier XIXe siècle, donc les années, disons, 1820, 1830, 40 à la limite, sont des années où il y a beaucoup il y a un certain nombre de mouvements hein, qui entraînent donc des départs contraints de réfugiés politiques, hein, puisque c'est ce qui m'intéresse là, surtout donc, de voir cette contrainte posée par les États. Exilés, donc, alors qui ne sont pas très très nombreux, mais qui appartiennent donc finalement à de nombreux pays. Alors, si je prends le cas de la France va accueillir, hein, et ça c'est des travaux de Delphine Diaz qui l'ont bien analysé récemment, la France va accueillir des Italiens, des Allemands, des Polonais, des Espagnols. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent? Eh bien, ils viennent parce que leur pays est soit sous un régime autoritaire, soit occupé aussi par une puissance étrangère. C'est le cas pour les Italiens, donc, qui s'insurgent contre la présence donc, des forces autrichiennes, de la présence du gouvernement donc, autrichien, de l'administration autrichienne. Pour les Allemands, il s'agit surtout donc, de libéraux, de nationaux, c'est-à-dire de gens qui construisent leur État,
et qui donc sont soumis donc à la censure, à la répression, mis en place notamment par ce qu'on appelle les accords de Karlsbad en 1819, et qui sont donc des accords qui sont intéressants parce que c'est une législation vraiment très très répressive à l'égard des individus, mais surtout d'entités comme les universités, c'est-à-dire qu'on cible les individus aussi par rapport donc à leurs lieux, des lieux où peuvent s'organiser en quelque sorte des mouvements. C'est intéressant aussi parce que c'est un accord entre la Prusse et l'Autriche. Donc c'est déjà, si vous voulez, si on veut, c'est une politique un peu, disons, non pas à une échelle européenne, loin de là, mais déjà donc, qui dépasse simplement donc, celle d'un État. Pour ce qui est le cas de l'Italie, j'ai déjà parlé donc, de cette question de l'occupation, mais c'est aussi l'importance donc de ces mouvements politiques donc contre la présence étrangère, mais aussi pour la construction donc d'un État italien qui commence à être en question. Alors on connaît des grandes figures hein, comme Mazzini ou d'autres qui vont créer des mouvements à l'étranger politiques, mais il y a évidemment toute une nébuleuse, tout un groupe de gens donc, qui se retrouvent essentiellement donc, en France, en Suisse ou en Angleterre. Il y a aussi les Espagnols, et ce qui est intéressant, c'est que les Espagnols sont peut-être les plus nombreux. Or, finalement, c'est ceux qu'on connaît le moins et sur lesquels, finalement, en dehors de travaux qui, justement, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure de Delphine Diaz et d'autres, ont mis l'accent sur cette présence, on l'ignore. On sait très peu, finalement, qu'il y a eu alors peut-être pas, enfin peut-être des dizaines de milliers quand même, hein, sur toute cette période, d'Espagnols donc, qui se sont installés en France et en Angleterre. Alors pourquoi cette méconnaissance en grande partie, elle est liée à l'incompréhension, certainement, qu'ont les Français de ce qui se passe en Espagne. Donc, très souvent, finalement, quand le migrant n'est pas lisible à travers une cause très précise, eh bien, finalement, on l'oublie, on s'y intéresse assez peu. Surtout s'il ne pose pas trop de problèmes, c'est le cas des Espagnols finalement qui posent moins de problèmes, semble-t-il, que les Italiens ou les Allemands plus romans. Donc ces Espagnols qui viennent là, soit parce qu'ils ont soutenu, au tout début de la période, soit parce qu'ils ont soutenu finalement les forces françaises, donc entre guillemets collaboré à l'époque napoléonienne, donc ils se réfugient en France, mais il y a ensuite une vie politique en Espagne très très bouleversée, donc qui fait alterner des régimes plus libéraux, des régimes plus ultra-royalistes. Donc, ce qui fait que ces Espagnols proviennent de mouvements parfois tout à fait contradictoires et très opposés. Donc, effectivement, il n'y a pas construction non plus d'une identité propre du réfugié, qui fait que certainement on l'oublie et on le voit mal. On verra aussi que ces réfugiés, mais je vais savoir les politiques migratoires, sont souvent écartés aussi de la capitale. Hein. C'est-à-dire qu'on va aussi les placer à des endroits finalement où ils sont beaucoup moins visibles.